Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio J, c'est une première je crois pour vous, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes banquier, vous êtes directeur général du groupe Praxi Finance. On va expliquer dans un instant, rassurez-vous chères auditrices, chers auditeurs, de quoi il s'agit. Mais c'est le leader français de la monétisation des biens immobiliers, spécialisé notamment dans les fameux prêts hypothécaires. On y vient dans un instant. Alors dans cette émission, on remercie d'ailleurs Benjamin Arnault qui l'a réalisé tout au long de cette année qui va bientôt se terminer avec les vacances d'été. Dans cette émission, on s'interroge, vous vous en doutez, beaucoup sur le contexte moral et politique que traverse la France. On va dire depuis 2 mois et demi, au fond, était engagé un processus de relative instabilité politique. C'est normal, avec la recherche d'un nouveau gouvernement, etc., etc. Ça, d'ailleurs, ça n'est pas totalement terminé. Je ne vais pas vous demander un commentaire politique. En revanche, vous, depuis votre point de vue, votre expertise, mais aussi votre point de vue de citoyen, Boris Cyrulnik, comment est-ce que vous estimez, comment est-ce que vous évaluez le rapport actuel des Français à l'argent, à leur argent ? Depuis quelques années, j'entendais au quotidien que le rapport des Français avec l'argent était totalement tabou, qu'il ne fallait pas en parler, que nos pays voisins ou étrangers, eux, avaient la liberté d'en parler librement. Je pense aux États-Unis, je pense en Angleterre, ou parfois même en Suisse, où je viens de Haute-Savoie, et on ne parle plus librement d'argent. Vous êtes au Savoisien. Oui, exactement, au Savoyard. Ah. On m'a toujours dit que l'argent en France était tabou, qu'il ne fallait pas en parler. J'ai creusé le sujet en détail, en me demandant pourquoi est-ce que cet argent était tabou, et j'ai fait des recherches. Parce que dans mon métier, je ne comprenais pas, entre ce que j'avais appris il y a plusieurs années et la réalité du terrain, il y avait 2 mondes. Donc j'ai beaucoup étudié la question, j'ai lu des rapports, des sondages, un récent de l'IFOP pour Le Point, qui mettait en avant le rapport des Français avec l'argent. Ouais. Il en est ressorti les points suivants. Que les Français sont de plus en plus décomplexés vis-à-vis de l'argent. Le sujet de l'argent est de moins en moins tabou. Le rapport explique clairement que 68% des Français associent l'argent à l'épanouissement, 55% d'entre eux disent que c'est aussi, ils l'associent au plaisir. Donc on tend vers une américanisation de la société, où aujourd'hui les réseaux sociaux font beaucoup, et je pense qu'on va y venir après, mais on est dans un changement de mentalité. Les mentalités d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, à 50 ans encore moins, et je pense que cette nouvelle génération porte et pousse le rapport qu'on a à l'argent et change véritablement ce qu'on disait il y a quelques années du rapport des Français. Alors on serait en train, de ce point de vue-là, de se décatholiciser comme nation française dans le rapport à l'argent, de se protestantiser, peut-être de se calviniser. Je laisse ça aux spécialistes de Max Weber, oui. Que vous êtes peut-être. Non, je connais son éthique protestante et le prix du capitalisme. Qui a fait date. Mais aujourd'hui, ça serait plus relatif dans le rapport à l'argent. Alors il y a quand même un élément, on le sent d'ailleurs ces derniers mois, avec les confrontations politiques intenses que la France a traversées, entre l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, ce qu'il en reste, etc. On sent que l'argent est aussi un abcès de fixation des ressentiments français. Vous voyez, beaucoup de ressentiments de classe s'expriment au travers, au fond, de la jalousie que certains peuvent éprouver vis-à-vis de l'argent du voisin, si vous me passez l'expression. On ne peut pas exclure qu'en France, on a une certaine jalousie. Je l'entends à 100%. Les politiques ont joué, si je puis dire, ou ont axé leur campagne là-dessus. On parle de pouvoir d'achat, et peut-être là aussi on y reviendra. Le pouvoir d'achat est, je pense, un critère essentiel aujourd'hui. Et là, on revient toujours à l'argent. Mais je dirais que dans ce sondage de l'IFOP, si je dois y revenir, parce que je l'ai creusé, donc je dois vous en faire part, on explique qu'à droite, on associe l'argent à la liberté, au plaisir, principalement. Oui. Tandis qu'à gauche, et même chez les filles, on associe l'argent plutôt à la corruption à 55% et à l'injustice à hauteur de 70%. Donc on a véritablement, dans les classes politiques aussi, une appréciation de l'argent qui est complètement différente, comme on peut l'avoir aussi, comme on était venu tout à l'heure, par rapport aux religions, à la culture, comme le disait Max Weber. Alors on va revenir donc à cette évolution générale, mais il y a quand même peut-être encore des caractéristiques dans le rapport à l'argent entre les différentes régions de la France, France métropolitaine, mais aussi les Outre-mer, parce qu'on peut en noter certaines en fonction des cultures. Est-ce que celui du bassin parisien est le même que celui de la Méditerranée, etc. Non, je pense que là aussi, il y a des... je pense qu'avant tout, il y a un changement générationnel, comme on le disait tout à l'heure. La génération qui est la mienne, celle des trentenaires ou des quarantenaires, pousse véritablement le rapport qu'on a à l'argent et le rend de manière décomplexée tout à fait accessible. On parle plus librement d'argent, comme je parle avec mes amis plus facilement d'argent, comme mon père parlait moins d'argent. D'ailleurs, j'ai jamais su combien gagnait mon père, pour vous dire à l'époque. Dès que je lui posais la question de savoir combien on gagnait, il me disait que ça se dit pas.
Aujourd'hui, je pense que si à mon âge, moi, mon fils me demandera dans quelques années combien je gagne, c'est tout à fait librement que je lui dirai combien je gagne, combien j'ai gagné, combien j'espère gagner. Je veux dire, il n'y a pas de tabou pour moi. Après, quand on revient je dirais à la localisation en France, au territoire, il est vrai que, et là on reprend peut-être aussi l'esprit de culture et celle du protestantisme avec Max Weber, comme vous disiez tout à l'heure, ou le catholicisme. Max Weber, lui, le protestantisme parlait de faire son salut sur terre, et donc c'était la réussite un peu qu'on pouvait avoir lors de son passage sur terre, donc l'argent était peut-être un peu moins tabou. Dans le catholicisme, ça inspirait la méfiance, comme vous le savez, et peut-être parfois même l'argent sale. Donc on a ce côté culturel, de l'autre côté on a un côté géographique, ou peut-être que dans les pays du Sud, les pays de la Méditerranée, on a un rapport à l'argent qui est peut-être un peu plus, permettez-moi l'expression, mais ostentatoire, tandis que dans les pays du Nord, ou peut-être en Haute-Savoie, ou un peu plus, où il y a un certain caractère, je dirais qu'on est un peu plus austère par rapport au rapport. Alors, vous avez trouvé le moyen, Boris Intigny, en 5 minutes de faire 2 fois la pub pour la Haute-Savoie. On salue, bien sûr, nos auditeurs de Savoie, Savoyards et de Haute-Savoie. C'est une très belle région, vous avez raison. Visiblement, vous y êtes toujours attaché. Alors, vous évoquiez la question du pouvoir d'achat. Elle a, on va dire, fait débat depuis, en réalité, 2 ans, depuis la présidentielle de 2022. Mais est-ce que c'est pas... Alors, c'est une question évidemment très importante. Nous n'allons pas sur Radio J mépriser les Français qui s'inquiètent pour la baisse, l'attrition de leur pouvoir d'achat. Mais est-ce que c'est pas une question qui parfois cache la question peut-être aussi grave, souvent, de l'endettement général du pays, voyez ? L'endettement général du pays, on a un chiffre qui est marqué, qui est de 3 000 milliards d'euros. C'est l'endettement aujourd'hui de la France. D'un côté, on a les pouvoirs publics ou les partis politiques pendant cette campagne législative qui mettaient le doigt sur l'accent, oui, du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. On a de l'autre côté une dette en France de 3 000 milliards d'euros. Je pense qu'on a une problématique qui est celle de la compréhension de cette dette et à la fois du pouvoir d'achat, c'est la temporalité de la dette, qui aujourd'hui, quand on vous dit 3 000 milliards d'euros, n'est pas facilement compréhensible de la part des Français de manière générale. Vous voulez dire que c'est une somme trop astronomique pour être commensurable à leurs finances ? On a du mal à l'apprécier. Voilà. Et de l'autre côté, on a les classes moyennes, j'irais même jusqu'aux classes populaires, qui, eux, la temporalité est immédiate quand il s'agit de boucler les fins de mois ou du budget pour pouvoir manger ou simplement vivre décemment. Donc on est dans 2 mondes, c'est un paradoxe, et on se dit que d'un côté on parle de 3 000 milliards d'euros de dette et de l'autre côté on parle de pouvoir d'achat. Donc je pense que ce qui est incompris, c'est de pouvoir parler de la même chose au même moment, parce que ce sont 2 mondes complètement différents. Alors, vous avez évidemment une expertise sur cette question d'argent. Je le rappelais, vous êtes banquier, vous êtes directeur général du groupe Praxi Finance. Sa spécialité, justement, c'est de fournir un certain nombre de produits financiers, de produits bancaires à destination des propriétaires, des petits ou des grands propriétaires de biens immobilier. Praxi Finance, c'est ça, c'est donc le cœur de son activité. Vous êtes le leader en France dans ce domaine-là. J'ai l'impression que c'est une société qui se développe beaucoup. Il y a une antenne à Annecy qui vient d'être ouverte. Tout à fait. Voilà. Il y a une antenne. Alors, c'est pas une société que j'ai créée, j'en suis devenu directeur général. Vous êtes le directeur général. Voilà, il y a quelques années. C'est une société qui a peu près de 35 ans. Notre activité est très simple, c'est qu'on propose des solutions pour monétiser le patrimoine immobilier des Français. Alors, il faut traduire parce que tout le monde, je pense, ce matin, ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire monétiser un patrimoine immobilier ? Moi, j'ai un appartement qui coûte 350 000 euros. Ça veut dire quoi, le monétiser ? C'est le fait de vouloir disposer de liquidités à un moment donné dans sa vie, pour des projets ou des besoins particuliers. Je cherche ces liquidités-là, je me tourne vers ma banque me dit « mais il est impossible de financer ce genre de projet ou de besoin ». Et alors les gens se tournent vers nous. Vous voulez dire en raison de la limite des remboursements possibles pour des crédits ? Non seulement ça, mais vous savez, quand vous rentrez dans une banque aujourd'hui traditionnelle et que vous dites bah voilà, j'aimerais obtenir 100 000 euros pour financer les études de mes enfants, faire une donation ou rembourser une dette fiscale à la suite d'un héritage, la banque vous rit au nez. Nous, on essaie de travailler dans le hors-champ des banques traditionnelles. C'est-à-dire qu'on propose des produits par l'intermédiaire de banques européennes, comme du crédit hypothécaire, ou d'autres produits qui sont la vente avec complément de prix. Peut-être qu'on y reviendra après, je vous expliquerai ce que c'est. Mais l'idée principale de notre métier, c'est de proposer des solutions alternatives à ce que proposent les banques françaises pour obtenir des liquidités à partir d'un patrimoine immobilier. Alors, Boris Intigny, vous êtes évidemment à la tête d'une société qui est tout à fait sérieuse et honnête, c'est Praxi Finance, c'est leader du prêt hypothécaire. Pourquoi le prêt hypothécaire ou l'emprunt hypothécaire a si mauvaise presse pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ? Et pourquoi ils se disent, alors je vais caricaturer, pourquoi certains anxieux se disent, mais on va finir par me prendre ma maison. Alors, il y a plusieurs choses à ça. Je pense qu'il y a un manque d'éducation, et le manque d'éducation vient aussi du fait que c'est à moi
de trouver les bons mots et les canaux pour parler de ce produit. Le crédit hypothécaire, c'est un crédit classique qui permet à un propriétaire de dire « je prends une hypothèque sur mon bien pour obtenir des liquidités ». Ça a mauvaise presse pour deux choses. Parce que le mot hypothèque... on peut hypothéquer une partie de son bien, par exemple. Tout à fait. Boris Intigny, on peut hypothéquer une chambre, un garage, non, la salle de séjour. On pourrait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez, vous êtes propriétaire d'un bien, vous preniez tout à l'heure l'exemple, on va prendre l'exemple d'un chiffre rond. Vous êtes propriétaire d'un bien d'1 million d'euros. Pour prendre un chiffre rond, à Paris, ça va vite. Ça va vite. Ouais. Vous êtes propriétaire d'un bien. Vous ciblez bien les CSP+. Là, oui, on peut jusqu'à plusieurs millions, mais disons que le million est un chiffre rond où je pense que beaucoup de vos auditeurs se reconnaîtront. Vous prenez un bien d'1 million d'euros, vous désirez emprunter 100 000 euros pour financer des frais de succession à la suite d'un héritage reçu, parce que vous savez que vous recevez un héritage, vous devez payer des droits. Ouais. Vous avez besoin de ces 100 000, vous allez voir votre banque, elle vous dit non, vous venez nous voir, et bien nous on va prendre une hypothèque sur votre bien de 100 000 euros, donc je vais prendre une petite hypothèque de 100 000 euros, je vais vous prêter les 100 000 euros dont vous avez besoin, et vous allez me rembourser de la quelconque manière que vous voulez. Ça a mauvaise presse, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans différents films, quand vous prenez une hypothèque, on dirait toujours que c'est la fin des haricots. Alors que pas du tout. Une hypothèque, celui qui a les chances de pouvoir obtenir une hypothèque, il est quand même propriétaire d'un bien, il a des revenus pour pouvoir payer une échéance. L'hypothèque aussi, quand j'étais petit, je jouais au Monopoly. Et quand on hypothéquait un bien, on pouvait plus le vendre. Ce qui est complètement faux. Quand je prends une hypothèque sur un bien, je peux le vendre. Donc, et surtout, on ne touchait plus de revenus dessus. Mais qui est complètement faux. C'est-à-dire, vous étiez rue de Courcelles, vous hypothéquez votre hôtel rue de Courcelles, vous ne touchez plus rien. Tout à fait. Alors que c'est complètement faux. Donc c'est notre rôle à nous, financiers, d'expliquer aux propriétaires de biens immobiliers qui à un moment donné rencontrent un pépin, de dire que cette solution existe et qu'elle est... Alors ça, c'est une des premières gammes de produits que Praxi Finance développe. Vous en avez d'autres en fait. Alors j'ai l'impression d'ailleurs que vous avez contribué à les développer, à les inventer même pour certains. Oui, alors, il y a d'autres produits. Hein. J'ai inventé avec le concours de notaire ce qu'on appelle la quittance subrogative. C'est assez technique, mais ce qui permettait à quelqu'un qui avait des dettes de les faire reprendre par un fonds et d'étaler la dette sur plusieurs années. Ou sinon, on a un autre produit qui est un produit phare, qui est en ce moment très en vogue. C'est ce qu'on appelle la vente avec complément de prix. Alors là, il faut expliquer, c'est pareil, très parce simple. que je crains que... Moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je vais vous l'expliquer. Je suis très honnête. Hein. Je vais vous le dire. La vente avec complément de prix, ça permet à un propriétaire qui veut vendre son bien et qui est pressé de le vendre, d'obtenir une avance de 60% de la valeur de son bien en attendant qu'il se vende. Le reste est donné lorsque le bien sera vendu. Donc, je suis propriétaire, mon bien ne se vend pas, j'obtiens cette avance de 60% de la valeur de mon bien, je dispose donc de liquidités pour éviter de brader mon bien, et ensuite je me laisse le temps nécessaire pour vendre, et lorsque j'aurai vendu, je récupérerai les 40% complémentaires. Ça, c'est ce qu'on appelle la vente avec complément de prix. Mais si je prends du recul sur ce qu'on propose, l'idée même de notre métier, c'est de répondre à ce qu'on appelle dans notre jargon les 5D. 5D, c'est un décès, des dettes, des DPE, un divorce ou un déménagement. Ce sont tous les accidents de la vie, ou pas, qu'on peut rencontrer lorsqu'on est propriétaire. Aucune banque ne finance ce genre d'opération. C'est ce que je disais tout à l'heure, on travaille dans le hors-champ des banques traditionnelles. Donc notre métier, c'est de proposer, en qualité de conseil, avant tout, ces solutions à des propriétaires qui parfois sont embutés. Alors on a effleuré cette conversation en commençant, avant d'évoquer ces produits que vous développez dans Praxi Finance, Boris Intigny, on a évoqué le contexte global, on va dire, des élections qui s'en sont suivies, l'instabilité politique, enfin qui est relative et qui existe quand même, et les représentations. Alors c'est vrai que c'est intéressant aussi de parler des Français. Pour beaucoup d'entre eux, alors on va dire peut-être à gauche, mais en fait pas uniquement. Il y a une représentation de l'économie financiarisée d'aujourd'hui comme étant essentiellement négative, c'est-à-dire se faisant sur le dos de la masse des citoyens et, j'allais dire, au profit d'une petite minorité de, entre guillemets, spéculateurs. Cette représentation, elle ne date pas d'aujourd'hui, bien sûr, mais aujourd'hui, elle fait florès dans le discours public. Est-ce que, de votre point de vue, elle correspond à quelque chose ou elle est en partie erronée ? La finance, de manière générale, est incomprise. Elle inspire la méfiance. Les citoyens français se sentent, je pense, de plus en plus dépossédés démocratiquement. Et la finance peut tendre à ce sentiment de dépossession. Ou concourir, ou faire partie des éléments qui donnent le sentiment d'une dépossession globale. Tout à fait. Elle est incomprise. Je pense qu'il y a un manque de communication profonde sur la finance. De manière générale, on associe toujours la finance, et on le voit aussi parce que ce sont souvent des sujets de fiction, à ces escrocs qui, à un moment donné, ont réussi à extroquer tout un tas de personnes. Vous faites tout à l'heure allusion à une certaine minorité de personnes. J'ose aller, par exemple, je suis tout à fait à l'aise sur ce sujet, donc j'ose y aller, puis vous êtes sur une radio communautaire. Parfois, on associe la finance à
à un complot juif. Oui, Comme vous, parfois je peux vous voulez dire l'entendre. que entre la mise en cause de la finance ou de l'économie financiarisée et un pas de plus vers l'antisémitisme, Tout à fait. parfois il y a une feuille de papier à cigarette entre les deux. Oui, mais ça vient aussi d'un manque d'éducation de beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, il y a un rapport de l'IFOP qui disait qu'un Français, de 2019, qu'un Français sur 5 pense encore qu'il y a un complot juif visant à mener le monde, si je puis dire, à gouverner le monde. Je veux dire, on est quand même dans une problématique qui est celle de l'éducation, où on ne fait que répéter des choses qu'on entend. Les réseaux sociaux jouent aussi beaucoup là-dessus. Les propagandes de choses complètement fausses qu'on entend au quotidien. Et j'avais vu un sociologue qui s'appelle Michel Vivorka, qui lui avait écrit un livre sur l'antisémitisme expliqué aux jeunes, donc il disait que et le après salut... la tentation antisémite aussi, Tout à fait. un essai. Vous l'avez peut-être reçu ici, Michel Vivorka, qui disait que l'éducation sera le salut de toutes ces problématiques qu'on a envers les pensées et les complotismes. Alors, Boris Cintini, c'est très intéressant. On parle de votre activité, on parle de votre regard aussi sur le rapport des Français à l'argent. On parle de la société française, en fait, parce qu'on le sait depuis Balzac. Parler de l'argent, c'est parler de la société dans sa globalité et des représentations qui la gouvernent. Qu'est-ce que votre métier dit de la relation des Français à une autre question qui est au cœur de votre activité, qui est la question du patrimoine. En France, d'ailleurs, c'est important. La France, c'est un ancien pays terrien, rural, tellurique. Donc c'est un pays où, contrairement aux pays tournés vers la mer, comme le Portugal, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, c'est important d'avoir un patrimoine terrien. Voilà. Les Français sont très attachés au patrimoine immobilier. Voilà. Très. Mais les mentalités sont en train de changer. C'est-à-dire que depuis toujours, moi, mes parents et mes grands-parents et les amis de mes amis, les grands-parents de mes amis ont toujours dit il faut être propriétaire. Dès que vous avez les moyens, achetez. Mettez-vous un toit sur la tête. Ça continue quand même d'être plutôt vrai si je regarde autour de moi. Vous voyez, les primo-accédants de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, leurs parents, souvent, ou leur entourage leur dit « Bon, maintenant tu as un salaire, tu gagnes ta vie correctement, fais un investissement immobilier. » Ça reste quand même... On l'entend dans les mentalités. Voilà. Mais il y a quelque chose qui tend, c'est toujours cette américanisation de la société qui pousse au changement des mentalités au quotidien, qui est celle de dire la dépossession, le fait d'user sans posséder est aussi un symbole de liberté. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne cherchent pas à être propriétaires, j'en connais, et ça, on y vient de plus en plus. On a aujourd'hui, depuis le Covid, ce sentiment de liberté quand les gens sont chez eux et qu'ils travaillent de chez eux, pleine liberté totale, je fais ce que je veux de mon quotidien. On n'achète plus de DVD, pardon pour l'exemple, on n'achète plus de DVD, on loue par des streamings et puis des plateformes. On ne veut plus rien posséder, on peut louer nos meubles aujourd'hui, la télévision, d'ailleurs chez moi je loue la télévision. Vous avez raison, Boris Cintini, bien sûr, c'est l'évolution. Mais est-ce que vous pensez qu'en France, on va aussi loin dans la société liquide, vous savez, décrite par un autre sociologue qui est Zygmunt Bauman, qui est un sociologue polonais, juif polonais. Est-ce qu'on va aussi loin dans ce processus de liquéfaction des biens matériels, de fongibilité des biens, que, par exemple, dans une partie du monde anglo-saxon, en Californie, par exemple, très clairement, vous voyez... Je pense qu'on va y venir, parce qu'il y a Oui, parce qu'il y a une mondialisation, parce qu'aujourd'hui, voyager, ça coûte plus rien, que demain, on peut se retrouver aux États-Unis pour 400 €, parce que c'est une ouverture d'esprit, parce que aujourd'hui, il y a des étrangers qui viennent en France, on vient, les réseaux sociaux, on peut se retrouver avec des mentalités qui sont complètement différentes, on est adulé par des personnes qui vivent à l'étranger. Je vois des trucs de Dubaï toute la journée qui sont dessus avec la liberté de faire fortune rapidement. Je pense que les mentalités sont en train de changer. Et le trip, alors pardonnez-moi de parler comme ça sur Radio J ce matin, mais c'est passionnant, Boris Cintini, parce qu'on fait aussi de l'anthropologie sociale. Le trip d'avoir sa maison de campagne, etc. Ça reste très profondément enraciné dans les mentalités françaises. Oui, mais je pense pas chez les jeunes. Je vais vous dire, je pense pas chez les jeunes. Pourquoi ? Parce que moi, quand je discute autour de moi, j'ai beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Mais le fait d'acheter une maison de campagne, alors si on en hérite, c'est complètement différent. C'est deux sujets différents. Mais si on doit acheter une maison de campagne ou une petite résidence secondaire, déjà on a la contrainte d'y aller. Parce qu'on l'a payé. Et donc on est obligé d'y aller. Donc ça recrée une forme de sédentarité forcée. Tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, on peut voyager à l'étranger pour quelques euros, quelques centaines d'euros. Et je pense que c'est ce que cherchent les gens, de manière générale. On en revient toujours aux réseaux sociaux. Je suis pas très réseau social, mais il faut avouer que ça fait changer les mentalités. Alors, c'est vrai, vous avez absolument raison. Je reviens aux activités et à la monétisation des biens immobiliers que vous proposez. Elle s'inscrit évidemment dans un cadre plus large de la transmission du patrimoine. Là, c'est pareil. Question un peu au sociologue que vous êtes aussi, en même temps que banquier, Boris Cintini.
Comment ça se goupille aujourd'hui, cette question de la transmission? L'idée qui a été si souvent, vous le savez bien, dans les générations antérieures, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il fallait transmettre, même transmettre des choses très modestes, mais transmettre des biens immobiliers. Ça reste le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas tant l'idée de se dire que je veux pour transmettre, je veux absolument transmettre. C'est quand on est propriétaire d'un bien et puis qu'il doit y avoir une succession, il y a forcément une transmission. Mais il n'y a pas une volonté particulière? Si, il y a une volonté de se dire que j'achète pour mes enfants, que je veux laisser une trace, que je veux leur donner un coup de main. In fine, c'est un coup de main aussi, parce que c'est quelque chose qui peut se liquéfier derrière. Parce que, on revient au terme de monétiser. Pourquoi on achète un bien immobilier? Pour la sécurité, la transmission, vous l'avez dit, le rayonnement, peut-être aussi en société, le fait de dire qu'on est propriétaire. Aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre dans notre quotidien, de notre métier, c'est que, oui, j'hérite d'un bien immobilier de mon parent défunt ou de mes parents défunts, c'est une chose. J'hérite de ce bien où ils ont travaillé toute leur vie qui a pris de la valeur. Quand j'en hérite, j'ai des droits de succession à payer. Mais je ne dispose pas de liquidité pour les payer. Donc j'ai la contrainte de le vendre. Heureusement, chez nous, chez Praxis Finance, on fait du crédit hypothécaire, ce qui permet de prendre une hypothèque sur le bien pour payer les droits. Et on est un des seuls à le faire, fort heureusement. Mais quand je vois qu'en France, il y a 360 000 successions par an qui s'ouvrent avec 1 million d'héritiers, je n'ai pas 1 million de demandes par an. Donc, si vous voulez, ça c'est mon rôle d'aller expliquer au plus grand nombre ce qu'on fait comme activité, mais les gens sont complètement perdus. Ils héritent d'un bien entre frères et sœurs, parfois ils ne s'entendent pas, ils se vendent dans de mauvaises conditions. Donc je pense que la transmission et l'héritage en France est un sujet, bon, c'est un sujet particulier parce que est-ce qu'on doit payer des droits ou pas, ça c'est propre à chacun. Mais la difficulté, c'est comment payer ces droits. Donc la transmission n'est pas évidente. Cette émission est passionnante, Boris Intini, mais malheureusement, elle va bientôt toucher à sa fin dans les formats que nous pratiquons. C'est déjà long. Oui, bah absolument, avec plaisir. Vous êtes directeur général du groupe Praxis Finance. Alors, dernière question sur le logement. On le sait, en France, c'est pas le cas chez tous nos partenaires de l'Union européenne. Mais on manque de logements. Très clairement, on manque de logements, et notamment de logements pour l'accession à la propriété. Oui. Et alors là, je me fais là aussi le porte-voix de cette France de toujours, vous voyez, mais que nous connaissons. Là aussi, vous voyez, pour de jeunes salariés de milieu modeste, accéder à la propriété, c'est un plus très enviable. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions, selon vous, sont réunies pour permettre à des ouvriers, des employés, des petits fonctionnaires d'accéder facilement à la propriété, ou est-ce qu'il y a trop d'organismes bancaires qui blackballent les dossiers, on le sait depuis quelques années, de plus en plus, parce qu'ils veulent des garanties très nombreuses que certains primo-accédants ne peuvent pas fournir? Alors, il y a deux sujets en un. Il y a déjà, est-ce qu'on peut donner l'accès à la propriété à tout le monde? Ça, je peux y revenir directement après. Vous saviez que c'était, par exemple, je crois, dans le discours de Nicolas Sarkozy, une France de propriétaires, c'était un objectif. Et il disait, parce que nous sommes la droite de la justice sociale. Tout à fait. Voilà. Mais après, on ne peut pas non plus satisfaire tout le monde. Donc moi, je vais revenir point par point sur ce que vous avez dit. La première, c'est comment relancer rapidement, si j'étais ministre, la crise du logement. La première, c'est par l'accès à la propriété, comme on l'a dit, et ça je vais y revenir. Et la deuxième, c'est je crois qu'il faut refinancer la construction de manière générale. Il faut construire, reconstruire. Pour revenir à l'accès à la propriété, la seule chose que je pourrais dire, c'est que il est difficile, et là je prends la défense des banques, il est difficile de pouvoir prêter sur 25 ans à un couple dont madame ne travaille pas ou monsieur ne travaille pas et l'autre personne gagne 1 000 € par mois. Parce que le plus gros taux de défaillance dans les banques sont les plus petits, sont les classes les plus populaires. Donc, c'est un débat qu'on peut tenir avec peu importe avec qui on est au bord de la table, mais je vais dire, ça reste quand même un sujet de fond. Alors, l'été arrive, Boris Intini, on vous remercie beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. On va se quitter pendant 4 semaines. On vous souhaite un très bon Shabbat. Vous partez en Savoie? Non, je vais en Corse, voilà. Avec ma famille. Alors, on vous souhaite de très bonnes vacances, très bon week-end, très bon Shabbat. À bientôt. Merci, bonne journée. Ça, c'est unique.